Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Thomas Dezen est scénariste et réalisateur pour la web-série Zone 42. Alors Zone 42, c'est ce qu'on pourrait appeler une comédie horrifique. Dans la série, on suit les aventures d'une équipe de chasseurs de monstres complètement loufoques. Thomas Dezen est également acteur pour la série et jouera le rôle d'un sociopathe très attachant nommé Wallace. Sébastien Guiton, lui, est l'europroducteur de la web-série Soupa Soupa qui raconte l'histoire d'un jeune adulte, qui vit dans une minuscule pièce au cœur de Paris. Son quotidien change du tout au tout lorsqu'il rencontre la fille, dont il tombe instantanément amoureux et qui lui confère d'étranges pouvoirs. La série est tournée en stop motion, procédé quand même peu commun dans le monde de la série. Quant à Nexus 6, c'est une chaîne YouTube qui s'intéresse au cinéma, aux jeux vidéo, aux romans et à plus ou moins tout ce qui est lié à la science-fiction. Le concept des chroniques de la chaîne est original, nous parler de science-fiction dans un univers de science-fiction. À travers des atmosphères nous rappelant Blade Runner ou Total Recall, nous sommes invités à suivre les aventures du Capitaine et de son équipage à bord du Nexus 6. Et au micro de Syllab, chacun d'eux s'est exprimé sur comment il voyait la fiction sur YouTube et comment il s'organise pour faire vivre les histoires qu'il raconte. Nous c'est un peu compliqué, on a différents formats, mais disons que pour les gros épisodes qui sont le format phare de la chaîne, il faut environ 2 bons mois, je dirais. Déjà la phase d'écriture qui me prend 2 bonnes semaines pour être bien. J'envoie à mon réalisateur qui lui va regarder, va voir ce qui est possible de faire ou pas, me proposer aussi d'autres trucs, notamment au niveau de l'humour. Je vais réécrire un petit coup, donc ça reprend encore, en gros on va dire 1 semaine, donc 3 semaines d'écriture. Puis ensuite 1 semaine et demie de mise en place du tournage, voire 2 plutôt, et puis ensuite tournage quoi. Bon, le tournage ça se fait sur 5 jours. Et ensuite 1 semaine et demie de post-prod, c'est-à-dire montage, mixage. Quand il y a des effets spéciaux, on les commence même déjà un peu en avance. Donc il faut 2 bons gros mois pour sortir un épisode. Pour Zone 42, c'est particulier parce qu'on a décidé de faire tout le tournage avant de commencer le montage. Ça a été étalé sur 3 ans le tournage. Il y a eu 80 jours de tournage pour tourner 2h15. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout regroupé par lieu. C'est-à-dire qu'on a fait toutes les scènes, par exemple il y avait un laboratoire, on a fait toutes les scènes du labo. Donc ce qui était super bizarre parce que des fois tu faisais une scène de l'épisode 5 et juste après tu faisais une scène de l'épisode 1, puis après tu faisais ça et c'était assez compliqué pour tout le monde. Surtout qu'on n'avait pas de script, on ne savait pas ce que c'était à l'époque un script. Donc c'était une horreur absolue en fait, et ils comptaient tous sur moi à me dire on en est où là, et moi j'étais là genre putain je deviens taré. Mais je pourrais pas te dire combien de temps ça prend un épisode parce que oui il y a eu 3 ans de tournage, puis après il y a eu presque 8 mois de post-prod quoi. C'était la guerre, mais c'était cool, mais c'était la guerre. Nous en termes de production on était à peu près à 5 jours par épisode. En termes d'écriture, en fait on était à peu près à 1 jour de tournage pour un épisode, 1 jour de post-prod pour un épisode, etc. Hormis l'écriture on va dire, on était sur 5 jours par épisode. On avait 12 épisodes, donc voilà à peu près pour le timing. Après, sur le financement, etc., c'est autre chose. Et après, sur la diffusion aussi, enfin voilà, c'est plus en termes de prod, le temps que ça a pris, quoi. On fonctionne pas au planning, par contre, effectivement, on a au moins un objectif d'une vidéo par mois, au moins, plutôt 2, si possible. Moi, j'ai différents sujets. Et en fait, ça va être un peu mouvant, c'est-à-dire qu'on peut établir, on va parler de ça le mois prochain, puis ça, puis après on va se rendre compte, ah oui, mais machin truc dont on a besoin pour tel épisode n'est pas là, de telle date à telle date, donc en fait ça peut chambouler les trucs et je dois réadapter et me dire, ok, finalement on va faire un épisode sur un bouquin, etc. Donc c'est un petit peu compliqué pour le moment. Aussi parce que les gens sont pas à plein temps sur la chaîne, hein, évidemment. Moi, dans mon équipe, j'ai des gens qui travaillent au cinéma et à la télévision. Ils ont d'autres impératifs aussi. Donc c'est un petit peu compliqué de jongler avec tout ça. Donc on est plus dans l'équilibre perpétuel et la réadaptation perpétuelle, tout simplement. Pour Zone 42, c'est particulier parce que c'est une série. Donc là, tout est diffusé. Concrètement, sur la chaîne Zone 42, je suis en train de réfléchir à du contenu plus de making-of, de commentaires audio, ce genre de choses. Des choses que moi, j'aime voir dans les Blu-ray ou DVD. Je vais essayer de reproduire ça. Maintenant, je t'avoue que pour le moment, je le laisse poser parce que j'en avais un peu marre, donc je fais ça. Et je suis en train de travailler sur d'autres projets, en fait. Donc je suis en train de bosser sur une série documentaire sur les nouvelles écritures, donc web-série, série digitale. Et à côté, je travaille sur d'autres trucs de fiction qui n'ont rien à voir.
Là, j'ai pas mal de trucs, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je vais faire ? C'est assez difficile. Je suis dans une période où, tu sais, j'ai plein de projets, et je me dis, qu'est-ce que je veux faire ? C'est quoi le... Je suis en train de faire des mini-matchs, tu sais, genre, ce projet contre celui-là, ils gagnent, hop, ils vont en quart de finale et tout, et je suis en train de faire ça en ce moment. Ça doit être sympa, ça. Ouais, non, nous c'est pareil, on a la série, elle est diffusée, pareil, on avait prévu une diffusion de making of, donc pareil, là c'est déjà en ligne. Après là on travaille sur d'autres séries, d'autres projets de courts-métrages, etc. Donc voilà, nous on est passé sur d'autres projets de séries et en développement, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de la chaîne, je sais pas encore. Enfin voilà, ça c'est toute une réflexion encore aussi qu'on a. Pareil les Facebook, etc. Enfin, on s'est créé une petite communauté qu'on essaye de garder forcément, d'essayer de continuer un petit peu à animer, mais voilà, pareil, c'est des choses qu'on est en réflexion encore, toujours dessus, mais voilà. En vrai, si tu trouves une boîte de prod qui accepte de te produire et tu trouves un diffuseur derrière, par exemple comme Studio 4, qui sont chauds pour diffuser, bah vas-y, trop bien. Après, il faut savoir un truc, c'est que même Studio 4, c'est pas des budgets immenses, quoi. Enfin, pour revenir à Reboot, donc la série de Davy Mourier, j'ai appris un truc que j'ai trouvé fou. Ils n'avaient le droit de faire qu'une seule prise, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Et en fait, on leur avait limité, on leur a dit non, ça sera une seule prise. En fiction, c'est fou. Pour des gens là qui vont écouter, qui ont déjà fait du court-métrage ou autre, imaginez, vous n'avez le droit de faire qu'une seule prise. C'est dingue, moi je trouve ça fou. Donc même sur encore des plateformes de diffusion, on se dit mais c'est bon, ils ont 200 000 €, c'est des friqués. Bah non, en fait, c'est vraiment pas beaucoup. Avec du crowdfunding, imagine, t'as ce projet, tu n'as pas de communauté. Eh ben, il faut réussir à être malin. Tu te dis, ok, le crowdfunding, il faut que je touche des communautés d'autres gens. Bah, je sais pas, tu te dis, dans le rôle principal, Mathieu Sommet, tu vois, qui a une grosse communauté internet, il collerait de ouf dans ce rôle. Tu lui proposes, il accepte, boum. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne au cinéma aussi. Ils vont chercher des gens qui rassurent le public. Et ben, moi, je pense qu'à un moment, ça peut devenir ça aussi, quoi. En fait, c'est vrai que c'est exactement ce qui se passe parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, certains rôles sont trustés par des gens qu'on voit très régulièrement, en fait. Et moi, j'ai un peu une gêne par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, dans Nexus 6, en fait, quand tu joues un personnage, tu le garderas tout le temps. Et c'est-à-dire que s'il meurt, tu ne reviendras plus. Tu joueras pas un autre personnage un jour, sauf s'il se transforme en cyborg. C'est l'avantage de SF, c'est que je peux quand même faire revenir les gens si je veux. Mais c'est-à-dire que du coup, moi qui ai par exemple une vision assez tranchée là-dessus, moi je te conseillerais pas de faire ça. Je te dirais, ça dépend de ta vision d'artiste aussi, tu vois. C'est ok, Mathieu Sommet, d'accord, mais est-ce que tu vas pas finalement essayer d'adapter un rôle pour Mathieu Sommet, ou tu vois, tu sais, ça peut poser la question de ta liberté créatrice. Alors vas-y. J'ai le cas pratique avec François Terrel, donc le fossoyeur de film qui joue dans ma série. À la base, c'était pas prévu qu'on ait quelqu'un de connu dans notre série. Sauf que quand j'ai rencontré François, ça a bien matché, on s'est bien entendu. Et il y avait un rôle qui était un rôle de narrateur. Concrètement, ça collait à fond avec lui. Moi, j'aime le comédien, c'est-à-dire que ce qu'a fait François dans Zone 42, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Mais après, je vais pas mentir que c'était cool aussi qu'il ait une communauté. Enfin, il y a un moment, mais après on n'a pas fait ça, on n'a pas dit c'est la série avec le fossoyeur de film. On a essayé d'être clean avec ça, c'est-à-dire il y avait François qui était dans la série, qui était là pour incarner un rôle, mais nous on n'a pas essayé de faire les putaclics d'un côté en le mettant sur les bannières et en le mettant super en valeur, quoi. Parce que c'était faux. Le rôle qu'il a, c'est pas un rôle principal, donc faut être cohérent avec ce truc. On vient de l'entendre, faire de la fiction sur YouTube, c'est toujours jouer au funambule entre rigueur artistique et contraintes budgétaires. Mais il existe d'autres moyens de financement. Alors moi j'ai fait le crowdfunding, donc le financement participatif à une époque où j'étais encore étudiant. Concrètement, j'avais pas de communauté, donc concrètement j'étais redevable à mes amis, mes proches et ma famille, et les familles des gens des trucs. Donc tu vois, c'est des gens qui sont pas en mode ça me plaît pas, ils sont contents. Tu vois, le projet existe. Franchement, on leur en parlait pendant des années. Quand ils ont vu ça, on a fait une projection spéciale pour les donateurs Ulule dans une salle de ciné et tout. Ils étaient juste contents que ça soit sorti et qu'on ait terminé enfin le projet. Donc derrière, tu vois, il n'y avait pas cette pression. Je le savais, tu vois, et qu'il n'y avait pas cette pression. Mais c'est particulier parce qu'on avait quelques inconnus qui ont donné. Mais très très peu au final. Ça n'a rien à voir, je pense, avec Nexus 6. Je me sens redevable dans le sens où merci.
Tu vois, merci d'avoir participé. Bon, d'ailleurs, c'est pas fini, il faut continuer à donner. Mais merci, tout simplement, parce que sans ça, ça aurait été très difficile de continuer. Après ça, je me sens pas redevable sur d'autres aspects. C'est-à-dire que pour moi, ils m'accordent de la confiance par rapport à ce que j'ai déjà créé. Et je vais faire en sorte qu'ils soient pas perdus. Enfin, c'est-à-dire, je vais pas d'un coup changer la recette, mais on va peut-être même tenter des trucs un peu expérimentaux et tout. Il y aura peut-être des trucs qui plairont pas, quoi. Mais moi, ma vision, c'est ils ont donné, on va faire ce qu'on aime faire et ce sera des épisodes de qualité, ça c'est sûr. Après, peut-être que des fois, il y aura des trucs qui plairont pas, mais dans ce cas-là, peut-être que la prochaine fois, ils décideront, moi, finalement, j'ai plus envie de donner. Donc c'est comme ça que va se jouer la chose, quoi. Ouais, c'est pas la confiance que tu accordes, c'est plus ok, vas-y, tu vois. Ok, vas-y et j'assumerai si ça ne me plaît pas, tu vois. Mais je ne t'en voudrais pas parce qu'en fait j'ai voulu voir ce que tu étais capable d'apporter. Donc par contre, voilà, je suis pas redevable dans le sens où tu vas pouvoir me dire parle de ça ou s'il te plaît fais ci ou non, tu auras ce que j'ai décidé de faire, tout simplement. Attends, je veux juste rebondir. Moi, par exemple, j'ai déjà été donateur sur des projets, tu vois. Alors, j'ai donné sur des projets de potes, mais par exemple, il y avait le projet Last Man, qui est une série animée. Moi, j'ai donné à leur Kickstarter. Parce que je suis un gros fan de la BD à la base, et je sais pas, le projet, j'avais trop envie de le voir, quoi. Et quand ils ont lancé leur Kickstarter en disant « Ouais, nous, on est en galère, on a besoin de sous et tout », c'était complètement normal pour moi de dire « Bon, j'ai pas beaucoup de sous, mais je vais les aider, je vais donner ce que je peux. » Tu vois, même quand j'ai reçu les contreparties, je m'en rappelais plus. Moi, j'avais vu la série, je fais « Ouais, trop bien, elle est cool, la série en plus, c'était trop cool. » Et après, je fais « Ouais, j'ai un poster, j'ai machin. » Et c'était « c'est bonus, quoi. » J'avais complètement oublié ce truc-là. Juste le fait de pouvoir faire en sorte qu'un projet existe, c'était déjà en soi trop bien. Parce que, tu vois, moi déjà, je suis créateur à côté, j'adore créer des projets. Mais faire en sorte que d'autres projets existent et tout, je trouve ça fort, quoi. Il y a presque un message politique derrière de dire je veux que cette chose existe. Et dans le cas de la fiction sur le web, il y a vraiment ce truc un peu de transgression. Tu vois, de gens qui se sont dit ok, tu vois, là, nous trois, on a quelqu'un qui a fait de la SF, moi je fais plus du fantastique, et Soupa, ils ont fait du fantastique en stop motion, tu vois, des trucs super bizarres. Et ils se sont dit on s'en bat les couilles, on va le faire. Et ça existe, c'est le web. Et pour moi, c'est ça la force, quoi. Il y a un côté transgression qui est fort là-dedans. Et je rapproche beaucoup au cinéma de Roger Corman des années 70, qui voulait pas être dans les gros studios, et il s'est dit, on s'en fout, on va faire nos films avec peu de thunes, et on va lancer un peu des carrières comme ça. James Cameron, par exemple, il a commencé avec Piranha 2, qui est pas un film incroyable, mais il a commencé comme ça. Si tu le compares à ce qui se fait aujourd'hui, il est pas si mal. Moi, j'aimerais trop, tu vois... pendant un moment, j'ai fait du théâtre d'impro de manière professionnelle pendant des années. Et ce qu'on faisait, c'est on faisait un spectacle. Vu que c'est de l'impro, les gens savent pas ce qu'ils vont voir. Et je leur mettais une enveloppe sur les sièges, tu vois. Et à la fin, je leur disais, voilà, on a fait le spectacle. Maintenant, vous avez une enveloppe et vous pouvez mettre la somme que vous voulez de manière anonyme. Si vous considérez que le spectacle coûte 20 centimes, mettez 20 centimes. Si vous considérez qu'il coûte 20 €, mettez 20 €. Et souvent, on touchait beaucoup plus que si on avait mis une entrée payante. Et je pense que ça peut être chouette de faire comme ça. C'est-à-dire de faire des choses... Je crois qu'il y a un truc qui se lance, là, Utip ou je sais pas quoi, là. Ouais, mais c'est pas exactement pareil. Les gens regardent des pubs pour te donner. Ouais. Mais on nous a, avec notre financement, là, beaucoup de gens ont dit on peut pas donner, faites ça, comme ça on regardera les pubs, etc. Mais pour moi, c'est pas viable. Tu gagnes des clopinettes et tu peux pas budgéter là-dessus. Donc, ouais, exactement. Mais donc, moi, je trouve que je préfère que les gens ils regardent pas de pub et s'ils peuvent pas donner, ils peuvent pas donner. C'est pas grave. Ils sont déjà abonnés, c'est bien. Non, mais ça commence, tu vois. Il y a eu ce truc de quand Internet a débarqué, tout le monde s'est dit yes, la culture, c'est gratos maintenant. Et c'est devenu la norme, tu vois. Genre, les gens, ils disent non, mais qu'est-ce que je vais payer un film ? Mais petit à petit, ça commence à venir. Et grâce, je pense, à des plateformes comme Netflix. Les gens commencent à se rendre compte, en fait, payer, c'est pas mal, tu vois. Et puis, des fois, c'est pas des vieux pornos chelous que je télécharge ou des trucs avec des voix canadiennes. Quand je paye, en fait, j'ai vraiment le truc et dans la meilleure qualité. Et même la musique, on se rend compte que maintenant, les gens sont susceptibles de repayer parce que t'as un petit abonnement et t'as tout. Mais du coup, ouais, je pense que ça va devenir de mieux en mieux d'un point de vue comme ça. Mais j'ai peur que, comme d'hab, il y a des extrêmes et que tout devienne payant. Et imagine les vidéos YouTube avec des DLC. Genre horrible, quoi. Tu sais, avec des fins alternatives. Et genre, tu veux voir cette fin ? Paye 5 € de plus. Ça, c'est les extrêmes. Ça va arriver, les gars.
Être financé par sa communauté et sortir du modèle de la gratuité pour plus de qualité est un chemin que la fiction sur le web pourrait emprunter à l'avenir. C'est ainsi que s'achève la première partie de notre entretien avec Sébastien Guiton, Thomas Dessen et le capitaine du Nexus 6. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Internet, c'est de la connerie à blanc.